Bienvenue à tous et à toutes à cet événement, à cette première journée de la semaine de la mission universitaire. C'est la deuxième activité. On a eu une activité ces matins organisée par un autre centre de recherche. Et aujourd'hui, on va vous parler du guide de réflexion sur la conduite responsable de la recherche collaborative en santé publique. Et pour en discuter, nous aurons le plaisir d'accueillir Romane Polé-Cometti, qui est étudiante au doctorat en bioéthique à l'École de santé publique, aussi boursière du CRESP, avec beaucoup d'honneur de notre part, et l'autrice principale de ces guides. Donc, elle saura bien le présenter et discuter avec vous. Nous aurons aussi Juliette Di Francesco, qui est chercheuse régulière au CRESP et professeure à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Et elle va nous un peu parler de son expérience de lire le guide, essayer de s'approprier du guide, puis et comment elle réfléchit à son utilisation. Donc, c'est un peu la thématique d'aujourd'hui. Je vais tout de suite commencer notre présentation. Au départ, je vais vous présenter un peu plus sur c'est qui le CRESP et qu'est-ce qui se passe en recherche collaborative chez nous. Donc, on va commencer le, le plan, puis ensuite, on va parler de pourquoi le guide, qu'est-ce qui est arrivé pour que ce guide soit créé. On va parler des défis, des solutions, en partant aussi de votre expérience, parce qu'on a recueilli quelques questions, si vous vous souvenez bien du formulaire. Et ensuite, on va rentrer dans les dispositions, les principes qui étaient euh, le centre des objectifs pédagogiques. Bien sûr, c'est un atelier. On va parler de comment l'utiliser et on va discuter ça aussi à partir de l'expérience de Juliette en ayant un petit moment de discussion à la fin. À la fin, vous pouvez aussi poser des questions, soit à travers le chat, soit à travers en levant la main et on vous donne la parole. Si on a, j'espère que non, mais si on a à nouveau des petits problèmes informatiques, écoutez, on espère que ça se passe pas et on va juste respirer et continuer. Donc, en commençant par le Centre de recherche en santé publique, nous sommes un des centres de recherche affiliés au CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal et nous sommes issus d'un partenariat entre le CIUS du Centre-Sud et l'Université de Montréal. On a été financé par le Fonds de recherche du Québec en 2019 et à ce moment, on compte plus de 80 membres, chercheuses et chercheurs réguliers et des membres expertes et experts qui viennent de nos organisations partenaires ainsi que du milieu communautaire. Notre programmation scientifique est structurée autour des systèmes que vous voyez dans dans votre écran. Mais comme vous voyez, ils sont tous interliés. On ne vise pas du tout travailler en silo. L'interdisciplinarité, comme vous voyez aussi, c'est un de nos piliers de la programmation scientifique, ainsi que la recherche collaborative, bien sûr. C'est très important dans notre centre. Et le travail de recherche vise sans doute promouvoir plus d'équité en santé, que ça se lie aux réductions des inégalités en général au niveau des déterminants. En parlant de l'expérience au CRESP, nous avons plusieurs équipes dont les démarches sont participatives presque en presque tous les projets. Je vous donne l'exemple de cette recherche-là qui est déjà terminée et c'était financé dans le cadre du programme engagement où c'est le citoyen qui pose la question d'abord et ensuite une équipe de recherche qui lève la main pour travailler avec cette personne. Donc, c'est vraiment une démarche qui commence à partir des besoins de la pratique et le travail est fait ensemble tout au long du processus. Donc, la définition de la question de recherche, la définition des protocoles, la coécriture des articles, l'analyse des informations collectées. Donc, c'est vraiment un type de projet très équitable dans les modes de présentation. Je vous parle d'un autre projet,
Dans ces cas-ci, c'est aussi très proche des populations concernées. C'est un travail qui fait appel à des approches artistiques, qui d'ailleurs, on va parler d'eux demain dans l'autre webinaire auquel le CRES participe à l'organisation. Et dans ces cas, c'est Canapix qui a commencé pour être un projet photo-voix qui utilise la photo pour permettre aux personnes de s'exprimer, mais aussi il y a maintenant un volet self-film, c'est-à-dire en utilisant des vidéos créées par les personnes eux-mêmes. Un autre exemple, c'est effectivement un projet qui a été financé par le fonds CRESP-DRSP avec l'équipe de service développement des jeunes et avec deux chercheuses du CRESP, Véronique Dupéré de l'École de psychoéducation et Nancy Beauregard, l'École de relations internationales. Et ces projets étaient liés au changement des lois sur les jeunes qui a eu lieu à l'époque, en 2023. Et donc, ce travail ensemble a permis la rédaction d'un mémoire qui a été présenté à la Commission de l'économie du travail. Mais il y a eu aussi des présentations dans différents types d'événements scientifiques aussi de formation continue. Et cette petite collaboration, juste pour écrire un mémoire, s'est transformée dans quelque chose de beaucoup plus large. Et maintenant, ils sont en préparation d'une demande de subvention pour avoir un projet qui vise la création d'une infrastructure qui inclut des partenaires du monde du travail, du monde de l'éducation, du monde communautaire et bien sûr plusieurs organisations jeunesse. On arrive alors à vous, on arrive à vos contributions. Donc, on vous a posé la question. Je vous note que ceux-ci sont des résultats du 4 novembre parce qu'on a dû préparer les diapos, donc on n'a pas pu attendre plus. Pour vous dire que la plupart des personnes ont dit qu'ils n'avaient pas encore participé dans des projets et parmi ceux qui ont participé, une bonne partie a participé, sont issus du milieu de la recherche, mais quelques personnes étaient aussi du milieu de la pratique et très intéressant. Deux personnes ont dit qu'ils étaient à la fois du milieu de la recherche, du milieu de la pratique, c'est-à-dire on peut changer de chapeau aussi selon les projets. Et maintenant, je passe la parole à Romane qui va vous parler du guide. Alors, je vais prendre le relais. Déjà, bonjour à tous. Eh bien, comme Patricia l'a exposé avec des exemples de projets, si on prend la recherche en santé publique, elle nécessite par sa nature un dialogue entre les secteurs et les disciplines. Et la collaboration, elle va servir à quoi? Eh bien, elle va combiner différentes compétences, elle va combiner des ressources différentes, des perspectives différentes. Et en réalité, elle est aujourd'hui indispensable pour résoudre des problèmes complexes. Mais on peut rencontrer des obstacles à une collaboration qui soit efficace et responsable. On va rencontrer par exemple des conflits de culture, des conflits culturels, pardon, des conflits de priorité, de méthode, des conflits de cadres normatifs, des conflits d'ajustement institutionnel, organisationnel et même des conflits de normes éthiques et parfois juridiques. Et donc du coup, ça pourrait venir challenger le respect des normes de la conduite responsable en recherche et occasionner de potentiels manquements tels qu'un manque d'intégrité et d'honnêteté, par exemple, dans l'expression de ses intérêts au sein d'une collaboration. Et donc, on va se demander, mais pourquoi un guide de réflexion pour une collaboration responsable? Est-ce que ça serait pour rendre les acteurs d'une collaboration plus proactifs dans la collaboration? Est-ce que ça serait pas pour être plus réflexif lors des prises de décision? Est-ce que ça pourrait promouvoir des comportements qui soient plus intègres, plus humbles dans les collaborations? Est-ce que ça pourrait permettre une meilleure adaptabilité finalement face au changement? Il faut changer de slide. Patricia, merci. Alors, le guide est issu d'une partie de mon mémoire de recherche de maîtrise et ici, je vais présenter le schéma général de la démarche. Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est parti d'une étude empirique, donc au Centre de recherche en santé publique, au CRESP. C'était des entretiens individuels semi-dirigés. J'ai rencontré 12 chercheurs et 7 des partenaires du CRESP. Et ensuite, il faut savoir que j'ai utilisé une méthode d'analyse qui est la théorisation ancrée. Donc, qu'est-ce que c'est la théorisation ancrée? On va dire que les auteurs Glaser et Strauss, donc c'est en 1967 qu'ils ont commencé à développer cette théorie. On parle d'une approche qui soit inductive, itérative et dont la finalité est de générer des théories qui viennent directement des données de terrain. Donc on part des données
empirique, donc ici des entrevues. On analyse progressivement avec une collecte et de l'analyse simultanée. Et en fait, ces auteurs-là ont même recommandé de faire partir la recherche documentaire, la revue de littérature, un peu plus tard, une fois qu'on a commencé la recherche empirique. Et en fait, on fait émerger une théorie qui est directement entrée dans la réalité vécue par les personnes. Donc, on part du concret pour aller vers l'abstraction au niveau de la théorie et des concepts. Donc, on voit le schéma, il y a un aller-retour entre l'étude empirique, la littérature, la théorisation ancrée qui a mené au cadre éthique avec les 5 principes qui sont dans le guide et que je vais aborder juste tout à l'heure. Et puis, il y a une éthique organisationnelle qui, elle, vient là en garantir en fait que l'opérationnalisation du guide, elle reflète bien l'engagement et la responsabilité des membres de l'organisation. Et ça sert aussi à bonifier le guide et à le mettre à jour. C'est un outil qui peut être sujet à discussion et voué à évoluer, pardon. Et donc, tout ça dans le but de développer et consolider une culture, finalement, de la collaboration responsable. Et donc, le guide, voilà, il vient proposer des guides de réflexion autour de ce travail-là. Un slide, Patricia. Merci. Euh, Là, je voulais vous partager la grille d'entrevue pour vous montrer un petit peu ce que je suis allée chercher euh, pour la recherche empirique. Donc, il y avait 3 thématiques. Le thème numéro 1, c'est tout ce qui était les expériences de collaboration. Donc, c'est là que je suis allée chercher, demander aux personnes, c'est quoi les défis, c'est quoi les enjeux, les obstacles, les craintes. Le thème numéro 2, je suis allée voir qu'est-ce que c'était les caractéristiques d'une collaboration dite réussie selon les participants. Donc, on va parler d'efficacité, de productivité, les aspects éthiques et l'intégrité. Et le dernier thème, c'était tout ce qui était les facteurs favorables ou défavorables à la collaboration. Donc, c'est là que je suis allée chercher un petit peu la position des individus, les contraintes structurelles, organisationnelles, et puis tout ce qui est cadre de travail et ressources à disposition. Slide suivante. Au niveau de l'analyse, donc j'ai fait 2 codages. Le premier, c'est l'identification des défis. Donc, pour que ça soit un petit peu plus euh, clair, j'ai choisi de les mettre à différents niveaux. Donc, on retrouve des défis au niveau interindividuel, au niveau interorganisationnel et au niveau sociétal. Et donc, de les avoir classés par niveau, ça peut servir à identifier certains leviers d'action. Au niveau interindividuel, ce qui a été dit comme un défi, c'est tout ce qui relève de la formation, donc qui est inégal finalement à la recherche collaborative. Ensuite, ce qui a été relevé comme un défi, le fait de préparer et de conduire avec succès les étapes d'un processus collaboratif. Et enfin, tout ce qui est une méconnaissance mutuelle finalement entre le secteur de la recherche et celui de la pratique. Ensuite, au niveau interorganisationnel, a été relevé comme un défi le fait qu'il y ait des responsabilités et des obligations qui varient selon les institutions, les organisations, tout ce qui est partage et gestion de données. Ensuite, tout ce qui est spécificité de la recherche avec des acteurs communautaires qui ont leurs défis propres, en fait. Et puis, tout ce qui est les délais d'approbation éthique avec la gouvernance des différents comités d'éthique de la recherche. Au niveau sociétal, a été vu comme un défi, donc, le défaut de reconnaissance de la collaboration dans le financement de la recherche, ce qui en fait a tendance à promouvoir l'avancée d'un seul curriculum vitae en fait dans les projets de recherche. Et puis tout ce qui est influence de la structure systémique de la recherche. Prochaine slide. Alors là, on a fait l'exercice de recueillir ce que vous aviez mis dans vos formulaires d'inscription, les différents défis. Et on a essayé de les classer aussi dans les différents niveaux, donc micro, méso, macro. Et donc, on a vu qu'au niveau interindividuel, bah, on parle de l'adhésion peut-être au projet, peut-être de l'ouverture, la disponibilité des partenaires. Ensuite, au niveau interorganisationnel, donc l'arrimage peut-être entre les organisations, le fait de bien circonscrire les tâches et les implications. On parle aussi de méthode, d'une co-construction réelle de la recherche avec une implication dès le début. Et au niveau sociétal, eh bien, on parle aussi et encore des moyens financiers, le financement. Et donc en dessous,
on peut retrouver quelque chose de plus transversal. Donc là, c'est un exercice qu'on a fait pour que ça soit plus clair et vraiment une façon peut-être d'identifier des leviers d'action, mais les défis ils peuvent se retrouver aussi de façon transversale. Par exemple, construire un savoir commun et valide, tout ce qui est la recherche de consensus, trouver une formule gagnante pour tous, et on retrouve une co-construction dès le début de la recherche avec une implication dès le début. Prochaine slide. Et donc, je vous ai parlé de deux codages. Le premier, c'était les défis, et donc le deuxième, c'est l'identification des solutions. Ça m'a amené au cadre PRIA, qui est le cœur du guide de réflexion, avec les 5 principes qu'on parle de proactivité, de réflexivité, d'intégrité, d'humilité et d'adaptabilité. Et donc, dans mon codage, les principes, c'était vraiment les grands thèmes et les règles, on parle, c'est les sous-thématiques en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être proactif? Est-ce que ça serait d'anticiper des défis, d'évaluer les capacités et les contraintes des parties prenantes, de définir les limites du projet, d'évaluer des compétences des personnes collaboratrices? Au niveau de la réflexivité, c'est le fait de conscientiser aussi ces biais cognitifs, d'identifier les conflits d'intérêts, de valeurs, d'attentes, d'engagement et de rôle. Ensuite, on parle d'évaluation de la cohérence entre la personnalité, entre la motivation, les attitudes et les aptitudes personnelles des individus avec les valeurs que porte le projet. Et enfin, l'identification des déséquilibres de pouvoir et des situations de vulnérabilité qui peuvent concerner l'équipe de recherche ou celle des personnes collaboratrices. Ensuite, au niveau de l'intégrité. Donc, c'est là qu'on va parler de communication ouverte, continue et bienveillante. On va parler de transparence financière et d'honnêteté émotionnelle. On va parler aussi d'identifier un sentiment de confiance. Est-ce qu'il est mutuel, dynamique? Est-ce qu'il est changeant? Est-ce qu'il est fragile? Et puis le partage de son implication à court, moyen ou long terme, donc avec toujours un but de transparence. Au niveau de l'humilité, donc, il y a une recherche de valeurs communes avec les personnes impliquées dans la collaboration, la conscientisation des enjeux de pouvoir entre les organisations, les disciplines, secteurs, affiliations, statuts. On parle d'ouverture à apprendre, ouverture à l'apprentissage des différentes méthodes et épistémologies disciplinaires, organisationnelles. Et enfin, le dernier principe, donc l'adaptabilité. Là, c'est le fait d'être dans l'acceptation et dans la résilience face au dysfonctionnement qui peut arriver dans un projet, de composer avec les rouages du financement et la flexibilité face aux fluctuations des ressources humaines. On parle beaucoup de turnover, et bien c'est de s'adapter à ce turnover-là. Prochaine diapo. Et donc là, on a fait le même exercice. Vous nous avez décrit peut-être la collaboration, la recherche collaborative idéale. Donc, on a essayé de faire l'exercice. Bah, tiens, qu'est-ce qu'on va retrouver comme principe si on faisait l'exercice de faire le lien? Donc, on parle de proactivité, communication continue, la co-construction, l'engagement des parties prenantes. euh, de bien circonscrire les implications de chacun peut-être dès le début. Au niveau de la réflexivité, euh, croisement des savoirs scientifiques, donc pratiques et professionnels, ce qui implique une implication de toutes les parties dès l'intention de faire une recherche sur un objet quelconque. On parle de processus structurés, inclusifs, orientés. Au niveau de l'intégrité, bah, transparence, respect, équitable, humanité. Au niveau de l'humilité, bah, tout ce qui est ouverture, partage, écoute. Euh, Ensuite, l'adaptabilité. On parle de fluidité, qui est une synergie, euh, le partage des compétences et la copropriété de la donnée. Donc voilà, c'est encore un exercice qu'on a fait pour voir comment on pouvait rejoindre et incarner les principes. Prochaine diapo. Alors là, j'ai trouvé intéressant de vous partager directement des témoignages des participants reliés à un principe pour avoir une idée de comment on peut incarner un principe de disposition dans une collaboration. Donc la proactivité. Il y a quelqu'un qui a dit, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on est allé consulter des gens, les vieux de la vieille, qui avaient eu beaucoup d'expérience pour aller chercher des témoignages. Quels sont les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber? Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, est-ce que j'ai pris l'initiative de communiquer avec les autres membres de l'équipe
Est-ce que j'ai proposé des idées? Est-ce que j'ai contribué activement à la réalisation des objectifs du groupe? C'est des petites questions qu'on pourrait se poser. Au niveau de la réflexivité, même si en tant que prof d'université-chercheur, j'ai un ego, je ne me sens pas outillée de faire les choses seule, comme si je pouvais tout régler et faire seule. Donc pour moi, c'est très naturel de m'associer, de collaborer, de collaborer. Est-ce que je suis ouvert à la critique? Et est-ce que je cherche constamment à m'améliorer? Des petites questions qu'on peut se poser aussi. Pour l'intégrité, il y a beaucoup de non-dits ou des choses qui ne sont pas explicitement nommées, mais qu'un ou l'autre des partenaires assume que c'est entendu et on continue jusqu'à temps qu'on arrive à un point de rupture. Est-ce que finalement je respecte mes engagements? Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je fais preuve de transparence? C'est aussi des questions qu'on peut se poser pour ce principe d'intégrité. Prochaine diapo. Pour l'humilité, donc il y avait beaucoup d'ouverture à se dire des choses, c'est juste qu'il y avait quand même un choc de culture au début, parce que ce sont des gens qui ne travaillent pas de la même façon. Tu sais que leur cerveau, il n'est pas fait pareil et que leurs intérêts aussi sont différents. Finalement, est-ce que j'admets quand j'ai tort? Est-ce que je suis disposée à apprendre des autres et de ne pas chercher à les dominer? Et enfin, pour l'adaptabilité, le dernier principe, c'est vraiment une question d'agilité, d'ouverture à la critique, d'ouverture au changement de dernière minute, à une participation qui va être un peu en dents de scie de la part des collaborateurs, puis être correct avec ça et pas intransigeant du tout là. Sinon, c'est sûr que ça ne marcherait pas. Donc là, il faut se demander, est-ce que je suis flexible dans ma façon de penser? Est-ce que je suis ouvert à de nouvelles idées? Et est-ce que je suis capable de gérer le projet dans l'incertitude? Donc voilà, c'était pour vous exposer un petit peu des verbatims vraiment de comment on peut aller chercher et incarner les principes de disposition dans une collaboration. Prochaine diapo. Alors on parle de disposition incarnée, mais qu'est-ce que c'est finalement? On parle d'inclinaison à agir de telle ou telle manière dans certaines circonstances. Euh, Il y a des auteurs qui disaient, ce qui compte le plus dans la vie morale n'est pas la solide adhésion aux principes et aux règles, mais un caractère fiable, un bon sens moral et la sensibilité affective. Donc là, c'est Beauchamp et Childress qui sont les auteurs des grands principes d'éthique biomédicale. Et eux, ils font le parallèle avec les vertus chez un soignant comme la compassion. Voilà, si on peut être disposé à avoir de la compassion, et bien on peut être disposé à être humble, à être intègre. Et donc, les dispositions et les vertus, ça représente une tendance morale à agir de manière éthique, une habitude qui va guider le comportement pour devenir un collaborateur qui soit responsable. Donc, finalement, on parle de postures dans lesquelles on veut se placer nous-mêmes, mais forcément qui peuvent être influencées par des facteurs, des contraintes externes. Ben, on parle de contraintes structurelles, organisationnelles, culturelles. Donc, voilà, on propose des principes de disposition à incarner pour se donner les bonnes attitudes, on va dire l'idéal dans une collaboration, mais il ne faut pas aussi nier le fait que ça peut être influencé par des contraintes externes. Prochaine slide, merci. Le guide de réflexion, donc on vous propose, il est, euh, il est partagé entre quatre parties. Donc la première partie, c'est tout ce qui est incarner et soutenir des dispositions favorables à la collaboration. Ensuite, identifier la structure à la collaboration, cartographier la composition de la collaboration et l'aide-mémoire, une sorte de checklist. Donc, c'est se préparer à entamer une recherche collaborative. Et donc, en fait, ma théorisation ancrée, elle a pu identifier les facteurs facilitants, limitants, les cinq dispositions, donc les cinq principes avec mon deuxième codage, les défis aux trois niveaux qui sont en fait le premier codage, avec l'identification des valeurs et des comportements, et puis tout ça qui est englobé par la littérature scientifique et grise. Prochaine diapo. Et donc, celle-là. Euh, Là, il faut se demander en fait comment on peut incarner ces dispositions-là en identifiant, par exemple, de manière proactive la structure de la collaboration. Est-ce que ma collaboration est en fait une consultation? Donc la consultation, c'est faire référence à un processus où des personnes sont sollicitées pour fournir des conseils ou des expertises spécifiques sur des aspects particuliers du projet. Est-ce que par contre, c'est de la co-construction? Donc là, ça implique l'engagement actif des personnes dans la conception intégrale du projet. Donc à partir
de la définition des objectifs, des méthodes, développement, mobilisation des connaissances, jusqu'à les livrables. Est-ce que ma collaboration va impliquer de l'intersectorialité? Est-ce qu'elle va impliquer de l'interdisciplinarité? De se situer en fait au niveau de l'implication des théories et des savoirs. Et ensuite, pour cartographier la composition de la collaboration, se demander, mais avec qui je collabore finalement? Est-ce que moi, par exemple, mon équipe de recherche universitaire va collaborer avec une autre équipe de recherche universitaire ou alors avec une institution gouvernementale ou alors avec une organisation publique? Et donc là, le guide y propose de se poser certaines questions. Par exemple, quelles sont les responsabilités et les obligations de chacun? Quelles attitudes et quels comportements sont attendus des deux côtés de la collaboration? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sera responsable de la coordination? Comment on pourrait faciliter la communication, la délibération, même le fait de négocier? Est-ce qu'on pourrait même anticiper les risques qui seraient liés à la production de livrables de la recherche, à leur diffusion et même aux retombées de la recherche? Et on pourrait même se poser la question, comment assurer une distribution qui soit équitable de ces retombées-là, avec l'idée de prévoir, planifier, par exemple, l'allocation des ressources qui sont dédiées au projet. Euh, et puis, avoir une idée de comment on pourrait définir et distribuer les droits de propriété intellectuelle au sein de l'équipe, les droits d'auteur, l'ordre des auteurs sur une publication, euh, ou alors les autres marques de reconnaissance envers la contribution, par exemple les remerciements. Donc voilà, le guide, il propose de se prendre un moment pour se poser ces questions-là. Prochaine diapo. Et donc, il est vraiment constitué de ces trois parties. Donc, il y a le guide de réflexion qui euh, présente, on va dire, le contexte et les dispositions à incarner euh, avec les cinq principes. Ensuite, il y a l'aide-mémoire, donc c'est une sorte de checklist. Est-ce qu'on a pensé à telle chose, à telle chose, à telle chose? Et puis, une proposition de ressources complémentaires. Et donc, prochaine diapo. Je vais passer la parole à Juliette Di Francesco qui va nous présenter rapidement son projet. Et en fait, elle est un petit peu la personne qui a été cobaye, si on peut utiliser ce terme-là, pour le guide. Et en fait, on va faire une période d'échange entre elle et moi où je vais lui poser des questions pour voir si elle a pu opérationnaliser le guide, quels ont été ses défis au fur et à mesure. Donc voilà, je cède la parole à Juliette. Merci beaucoup, Romane, pour ta présentation très intéressante et puis de m'avoir invité à partager mes expériences aujourd'hui. Donc, j'ai participé vraiment à plusieurs projets collaboratifs au cours de ma carrière de chercheuse, qui est pour l'instant assez courte, comme j'ai commencé à l'Université de Montréal l'année dernière. Mais aujourd'hui, je vais plutôt me concentrer sur un projet récent dans lequel je suis impliquée et qui vise à développer et mettre en place de manière conjointe avec les communautés concernées une cogestion de la rage dans la région du Beaufort Delta des territoires du Nord-Ouest. Et donc, celle-ci va représenter une réponse proactive d'adaptation aux impacts anticipés des changements climatiques sur le risque de rage. Et donc, vous pouvez voir la région du Beaufort Delta donc, qui est située dans le nord des territoires du Nord-Ouest sur la carte là qui est en vert foncé. Et donc, pour présenter un peu cette collaboration, il s'agit à la fois d'une collaboration interdisciplinaire, mais aussi et surtout intersectorielle, donc entre les secteurs académiques et gouvernementaux, donc qui implique deux départements distincts du gouvernement des territoires du Nord-Ouest. Donc tout d'abord, le département d'environnement et de changement climatique avec ma collègue Naïma Djouta, qui est la vétérinaire en chef pour les territoires du Nord-Ouest et aussi le département des services de santé et des services sociaux avec mon collègue Chirag Rohit. Et on a aussi donc des chercheurs et chercheuses issus de trois universités différentes, donc Guelph avec ma collègue Lauren Grant, l'Université de Montréal, donc avec moi-même, et enfin Aurora College dans les territoires du Nord-Ouest avec mon collègue Christopher Patchy. Et donc ce projet implique également la communauté de Tuktoyaktuk, via leur association locale des chasseurs et trappeurs,
leur agente administrative principale et leur école. Et la deuxième communauté donc, doit encore être déterminée, mais sera probablement Polato. Donc, pour ce qui est de la structure de notre collaboration, notre recherche s'effectue pour l'instant surtout en consultation avec les communautés impliquées, avec vraiment l'idée d'ajuster les objectifs et les activités proposées selon les intérêts locaux à mesure que le projet se déroule. Et enfin, donc, ce projet, il est financé par le Fonds du programme de maladies infectieuses et de changement climatique de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, Romane, je te laisse poser tes questions. Merci pour cette présentation. Alors, tout d'abord, première question, est-ce que tu pourrais nous parler des défis majeurs que tu as rencontrés dans ce projet et comment tu les as surmontés et si tu es arrivé à les surmonter? Bah, oui, en effet, j'ai déjà rencontré pas mal de défis. Donc ça a commencé en fait avec le gouvernement des territoires du Nord-Ouest qui a dû en fait se retirer de son rôle comme investigateur principal du projet à cause, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu cette situation en ce moment, mais à cause de restrictions budgétaires et de personnel majeures, car en fait les équipes administratives n'étaient plus en mesure donc de gérer les fonds reçus pour le projet. Donc, quand ça s'est passé, en fait, on a vraiment discuté avec l'Agence de santé publique du Canada, la SPC, et il a été décidé qu'il était vraiment indispensable pour ce type de projet que le financement reste géré par une organisation locale, donc vraiment située dans les territoires du Nord-Ouest. Et donc, on a dû trouver une autre organisation qui était en mesure de gérer les fonds et surtout qui accepterait de se joindre au projet et donc à cette collaboration. Et en fait, c'est comme ça qu'Aurora College s'est joint à nous. Et je pense que ce qui nous a aidé à surmonter ce défi, ce serait vraiment une bonne communication, l'écoute, et puis vraiment le travailler ensemble, en fait. Et puis aussi, il y a quand même l'aide de la SPC et puis bah, les réseaux et les relations, en fait, de nos partenaires au sein des gouvernements des territoires du Nord-Ouest qui a permis aussi d'identifier Aurora College comme un très bon partenaire à impliquer. Voilà. Ok, merci pour ce partage. Deuxième question. Dans un monde idéal, si toi et ton équipe aviez eu accès au guide plus tôt, qu'est-ce qui aurait pu changer dans le déroulement du projet? Bah oui, en effet, c'est bien de préciser qu'on a eu en fait accès au guide un petit peu tardivement. Donc déjà, disons qu'après qu'on ait eu à surmonter ce défi. Mais je pense vraiment que ça nous aurait aidé, encouragé, je pense, à faire preuve de davantage de proactivité en fait dans l'anticipation des potentiels défis auxquels nous aurions dû faire face en fait, plutôt que de se retrouver un petit peu face au mur à ce moment-là, devoir trouver une solution un peu dans la précipitation. Je pense qu'on avait mal identifié ouais, certains défis auxquels on pouvait être confronté. Et donc, voilà. Du coup, comme j'ai dit, j'ai eu accès au guide enfin, après avoir dû surmonter ces défis et qu'on ait dû changer d'investigateur principal. Donc là, c'est vraiment une bonne chose qu'on ait, qu'on ait le guide maintenant. Et donc finalement, quelle section du guide, quand tu l'as eu un petit peu sur le tard, t'a été le plus utile et pourquoi? Bah, je dirais vraiment que moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est l'aide-mémoire. Je trouve qu'il fournit vraiment une liste de points de vérification vraiment concrets et importants que tu peux suivre. Et notamment, ça nous a permis d'identifier des points cruciaux auxquels nous n'avions pas nécessairement pensé et que nous devrons bah, discuter, sur lesquels nous devrons nous mettre d'accord avant de débuter les activités du projet. Et je pense que ça a été vraiment crucial parce que notamment, bah, on s'est rendu compte qu'il faudrait vraiment qu'on détermine avant de débuter les activités bah, quelles institutions vont devoir octroyer les approbations d'éthique requises bah, au déroulement de toutes nos activités de recherche et aussi vraiment établir clairement tout ce qui est gestion et propriété des données collectées avant qu'il y ait des données de collectées, justement. Donc voilà, je pense que c'est vraiment très utile à ce niveau-là. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mobilisé le guide dans la pratique, vraiment l'opérationnalisation avec ton équipe, et si tu peux donner des exemples concrets? Donc oui, tout à fait. Là, on a une rencontre en fait de projet prévue en décembre, justement en présentiel, parce qu'on va tous à la conférence
qui est une grosse conférence arctique. Et donc, l'idée, c'est vraiment de prendre 2 heures à ce moment-là pour passer en revue justement les différents points de l'aide-mémoire lors de cette rencontre. Et chaque collaborateur et collaboratrice devra avoir vraiment lu le guide de réflexion et l'aide-mémoire avant la rencontre. Et comme les points à passer en revue sont assez nombreux et que tout prend un petit peu de temps, je vais vraiment me charger de prioriser en fait avant la rencontre les différents points au cas où on n'a pas le temps de tous les passer en revue. Donc voilà, c'est un petit peu le plan pour les prochaines étapes là. Hmm. Dernière question pour le moment. Euh, Quand on parle des principes de disposition PRIA, donc proactivité, réflexivité, intégrité, mobilité, adaptabilité, comment tu vois l'incarnation de ces principes-là dans ton rôle de chercheuse et celui de tes collaborateurs au sein de l'équipe? Je pense que vu les défis auxquels on a déjà été confrontés, on a déjà dû tous faire preuve de pas mal d'adaptabilité et de flexibilité en fait face aux défis rencontrés. Ça nous a aussi forcé vraiment à vraiment bien communiquer et pour trouver des solutions ensemble. Donc, comme je disais, lors du changement d'organisation en charge d'administrer le fond du projet et puis l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Euh, et puis là, en fait, je pense on a tous dû faire preuve de beaucoup d'humilité, d'intégrité là en ce moment lors des négociations concernant la répartition des fonds entre les différentes institutions impliquées donc dans le projet. Et donc ça d'ailleurs c'est toujours en cours, mais je pense que ça a demandé pas mal de ces dispositions-là. Et je dirais que il y a quelque chose quand même qui a aidé, c'est qu'on a tous et toutes de l'expérience avec des collaborations passées. Et plusieurs d'entre nous, en fait, avaient déjà des relations établies avant le projet. Et je pense que ça a beaucoup aidé. Donc, je peux donner juste un exemple, mais donc Neima Djouta, qui est dans le gouvernement du territoire du Nord-Ouest, c'est quelqu'un que j'ai rencontré pendant ma thèse de doctorat à Calgary, où on était étudiante en même temps. Donc, forcément, il y a des relations qui sont déjà établies et qui aident aussi, notamment à faire face aux défis, je pense. Hmm. Donc, voilà. Merci pour ce partage. Ça voit quand même un peu comment ce guide-là peut être opérationnalisé et puis quels sont les défis aussi propres à l'utilisation de ce guide. Euh, Si jamais j'ai d'autres questions que je pourrais te poser au fur et à mesure, mais Super. on va laisser la place s'il y a des commentaires ou des questions pour Juliette ou sur le guide de réflexion sur lesquels on peut répondre. Ça nous ferait plaisir d'avoir vos retours pour des précisions ou des discussions. Donc on va laisser le champ aux questions pour le moment. Donc vous pouvez poser vos questions par chat ou en levant la main. Je vois pas de questions dans le chat, hein, Roman. Je sais pas. Ouais, je suis en train de regarder. Bah, sinon, Donc, je regarde s'il y j'ai a des d'autres mains questions pour levées. toi. J'arrive, hein. Je fais le tour de voir s'il y a des mains levées. Mais non, j'en vois pas non plus. Mais sinon, pas. Je suis contente de répondre à d'autres questions. Eh ben, on va parler un peu de l'impact du guide. Et puis, n'hésitez pas. Alors, je vois une question. Est-ce que vous avez des Ah, statistiques de téléchargement du document de Marie-Hélène Chastenay? Alors ça va peut-être être Patricia qui va pouvoir répondre au niveau du CRESP. Euh, Bonjour, merci pour cette question, Marie-Hélène. En fait, malheureusement, non au début parce il y a eu des changements dans l'outil de statistique du site web, mais on espère que qu'on commence à les avoir de façon régulière.
mais on a plutôt des échos de voir où il a été partagé. On sait qu'il a été partagé dans d'autres guides des guides. On sait qu'il a circulé un peu dans d'autres environnements. On a fait quelques présentations. Ici, c'est la première fois qu'on le présente de façon à l'externe. Donc, on a vraiment hâte d'avoir vos commentaires. Je crois que je vois Je- une question. Ouais, je peux m'en occuper si tu veux, Romane. euh, S'il y avait un message à retenir de ton expérience collaborative, ce serait lequel? Mais je pense que comme j'ai effectué quand même, en fait, je pense toutes mes recherches toujours en collaboration. Enfin, d'ailleurs, j'imagine même pas faire de la recherche sans collaboration. Je pense que c'est mon ouverture aussi à apprendre de mes erreurs et puis à réfléchir à tout ce qui s'est bien passé et pas nécessairement bien passé pour m'améliorer en fait. Et puis je pense que puis notamment comme je travaille beaucoup avec les communautés autochtones, j'ai cette chance de travailler en partenariat avec ces communautés et je pense que vraiment j'ai énormément appris des personnes de ces communautés avec qui j'ai travaillé et voilà, je pense que c'est des expériences vraiment uniques de pouvoir d'avoir cette occasion de partager des savoirs qui peuvent être très, très différents et aussi d'être ouvert à des façons de penser qui peuvent être vraiment très, très différentes de la mienne. Et voilà, je pense que ça m'a beaucoup appris au niveau de l'ouverture d'esprit et de l'humilité au fur et à mesure de mes années. Ça fait 10 ans, je pense que je travaille auprès de avec des communautés dans le Nord et je suis arrivée en venant de France en connaissant pas grand-chose sur le Canada, sur son histoire et je pense que ça a été très, très enrichissant comme expérience. Merci pour votre présentation, c'est apprécié. J'aime bien. Le guide est disponible pour téléchargement. Et Euh, très utile. Bon, Juliette, je vais te poser une autre question et puis on verra s'il y a d'autres questions au fur et à mesure. Euh, Sur l'impact du guide plutôt, Ouais. justement, si tu devais recommander une partie du guide à une autre équipe pour commencer, bon voilà, cette partie c'est vraiment important pour entamer une collaboration. Laquelle ça serait et pourquoi? Du coup, je pense que ça va rejoindre un petit peu la partie qui m'a été la plus utile personnellement. Je pense que Mm. l'aide-mémoire vraiment fournit ces points vraiment concrets de vérification en fait et qui permet en fait de guider un petit peu les points importants à voir ensemble. Donc, clairement, c'est ça que je conseillerais à des équipes qui commencent une collaboration, c'est vraiment de le passer en revue ensemble et c'est ce qu'on va faire, nous, voilà, en décembre. Euh, Est-ce que par hasard il y a des éléments du guide que tu n'as pas pu appliquer, mais que tu aimerais intégrer dans un futur projet ou même dans ce projet-là à un moment donné? Ben, je dirais que là, c'est sûr que comme on l'a eu un petit peu tardivement, mon regret, c'est un petit peu de ne pas l'avoir eu en tout début, avant qu'on ait tous ces défis déjà qu'on a dû surmonter. Et puis aussi le fait, là, ça va être fait justement parce que on a travaillé avec Patricia et puis avec toi, mais c'est de l'avoir aussi traduit en anglais parce que en tout cas, je sais que moi, je collabore beaucoup avec des personnes hors Québec et qui sont anglophones. Et donc de l'avoir accessible en anglais avec vraiment quelque chose qui a été correctement traduit, et c'est vraiment un atout aussi. Donc voilà. Hmm, ok. Je regarde juste s'il n'y a pas des questions entre-temps. Ouais. Plutôt sur la collaboration et la gouvernance dans le projet, est-ce que tu penses que le guide peut aider ou t'a aidé à clarifier les rôles et les responsabilités dans l'équipe, mais d'une manière un peu plus précise que ce que tu nous as déjà expliqué? Donc pas encore, mais c'est vraiment une des choses que je pense que nous allons devoir clarifier lors de notre rencontre en décembre. Là, je pense qu'il y a, pour l'instant, en fait, il n'y a pas vraiment de personne coordonnatrice en tant que telle dans notre projet. Et donc, tous les collaborateurs et collaboratrices sont un peu sur ce même pied d'égalité, en fait. Euh, et je pense que c'est à la fois très bien, mais ça apporte aussi son lot de défis
parce que du coup, ça prend un peu quelqu'un qui prend le lead dans certains moments. Donc, par exemple, moi, pour notre rencontre de décembre, qui vraiment ait pris le lead sur l'utilisation du guide et de l'aide-mémoire. Et parfois, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations où bah, il y a personne qui finalement coordonne. Donc voilà, c'est quelques-uns d'entre nous, mais pas forcément tout le monde. Enfin, du coup, voilà, je pense que il faudrait qu'on réfléchisse à peut-être mieux structurer ça dans le futur. Mm. Pour poser, clarifier vraiment les rôles, les Ouais, responsabilités. c'est ça, ouais. Tout à fait. Ok. Euh, alors, du coup, pour la gestion et le partage des données, donc tu as dit que c'était un petit peu plus difficile pour ce projet-là. Est-ce que le guide, il t'a aidé? Euh, Est-ce qu'il Bah, t'a orienté pour la gestion des données? Il manque quelque euh, chose? Ou, Ouais, écoute, ça m'a surtout vraiment permis bah, de réaliser à quel point c'est important de définir avant de commencer les activités. En fait, vraiment, bon, c'est sûr que donc ça va être un des points importants que nous allons discuter, mais bon, dans une certaine mesure, pour ce qui est la gestion des données, de toute façon, on devra suivre en fait les directives du gouvernement des territoires du Nord-Ouest en matière de recherche. Donc ça, on va avoir clairement des choses déjà vraiment établies qu'on devra suivre, mais ça va être plutôt dans tout ce qui est partage entre les institutions et tout ça. Mais ça, encore une fois, c'est des choses qu'on va vraiment discuter clairement, je pense, lors de notre rencontre. je vois qu'il y a une question pour toi, Juliette, pendant qu'on Ouais, y est. attends. As-tu relevé des manquements ou des points faibles concernant l'utilisation du guide sur le terrain? Pour l'instant, je peux malheureusement pas répondre trop à cette question parce que je pense que je pourrais vraiment vous en dire plus après en décembre parce que quand je vais vraiment mettre en application beaucoup des choses. Pour l'instant, bah, pour moi, le point faible, en fait, si je dois dire, c'était qu'il n'était pas traduit à la base et que du coup, bah, on l'a traduit. Donc ça, c'est vraiment super. Puis du coup, maintenant, bah, c'est plus un manque, mais c'est vrai qu'à la base, comme il était que en français, que tous mes collaborateurs et collaboratrices étaient anglophones, ben, c'est forcément une limite. Donc ça, c'est vraiment super qu'on ait pu travailler avec Romane et Patricia là-dessus. Mais voilà, j'ai pas de critique pour l'instant. Alors, je vois qu'il y a un commentaire, donc je vais dire, je vois que le guide a été élaboré grâce à des entrevues auprès de 12 chercheurs et chercheuses et 7 partenaires d'organisations publiques. Avez-vous l'impression que vous auriez eu des résultats différents en intégrant à votre échantillon des participants différents? Compagnies privées, institutions gouvernementales, citoyens, patients partenaires, militants, partenaires communautaires. Les, les catégories que vous présentez dans votre aide-mémoire. Alors, je vais pouvoir répondre. Euh, le terrain de recherche, c'était vraiment le centre de recherche en santé publique, donc avec les membres du CRESP finalement, que ce soit des membres chercheurs ou des partenaires. Donc forcément, c'est très contextuel. Euh, je pense que forcément, il y aurait eu des données qui auraient été différentes dans les entrevues, car il y a quand même, on parle on va dire, d'éthos, on peut aller dans la sociologie, mais euh, c'est propre quand même au domaine de la recherche, c'est propre au domaine des organisations publiques, des différents partenaires du CRESP. Et je pense pas que j'aurais eu les mêmes données, que ce soit des compagnies privées ou des citoyens ou des patients partenaires. C'est quand même quelque chose de différent. Par contre, les principes de disposition, euh, je pense qu'il pourrait être testé en fait avec d'autres types de recherches, mais je pense qu'il pourrait être même complété par d'autres principes. Euh, donc voilà, ça serait peut-être une opportunité future de tester ce guide-là dans d'autres contextes. Mais intuitivement, je pense que la recherche patient-partenaire, citoyen, militant, ça aurait donné d'autres données, en tout cas dans les entrevues et dans le codage, si ça répond à la question. Et donc, il y a un commentaire aussi, ce serait intéressant de refaire ce type de présentation de projet utilisation le guide. Avec plusieurs types de projets, effectivement, pour Tout voir à fait, ouais. comment le guide peut s'opérationnaliser dans différents types
de projets avec des contextes différents, bah, on va en parler juste avec le commentaire précédent. Ok. Euh, mais je peux te poser encore une autre question. Hmm, on peut y aller avec... est-ce que tu penses que le guide, donc tu as parlé un petit peu des approbations éthiques, euh, est-ce que tu penses que ça facilite vraiment l'approbation des certificats éthiques avec les CER? Comment ça te permet en fait d'appréhender ces demandes-là auprès des comités d'éthique de la recherche? Euh, Je dirais que dans notre cas, c'est plutôt, ça va nous aider à être davantage proactifs pour vraiment décider en fait ensemble de quelles institutions devront obtenir les approbations d'éthique. Donc, sachant qu'on va avoir des étudiants et étudiantes qui vont être co-supervisés entre les différentes institutions. Donc j'avais déjà eu ce cas-là en fait dans un autre projet collaboratif que j'ai mené où en fait il fallait une approbation d'éthique de toutes les institutions participantes plus du centre de recherche du Nunavik. Donc ça faisait beaucoup d'approbations d'éthique qui mettent beaucoup de temps à être obtenues et puis surtout parfois les institutions ne demandent pas les mêmes on va dire clarifications ces choses-là. Donc, je pense que voilà, ça va être quelque chose où ça va nous permettre d'être davantage proactif là-dedans. Et en plus, nous, dans notre cas, on a aussi des permis et des licences qui sont requis en fait auprès des territoires du Nord-Ouest, en fait, du territoire en tant que tel pour toute recherche effectuée sur le territoire. Donc, ça nous fait vraiment une panoplie on va dire, de permis, de licences, d'approbation à obtenir. Et ça va, enfin voilà, je pense que on, ça aussi va nous, voilà, nous motiver à nous y mettre vraiment très, très tôt. Euh, dans le projet. Donc voilà. Merci pour ces partages de détails. Je voulais parler un petit peu de la réflexivité. Donc, être réflexif, c'est voilà, adopter une posture de prise de recul critique, de compréhension de ses propres biais, de réinterroger le sens de ce qu'on observe, de ce qu'on fait, de ce qu'on entend. Euh, comment le guide te permet de mettre en place des mécanismes pour favoriser ça, justement, dans la collaboration? Est-ce que c'est en regardant vraiment la checklist? Euh, est-ce que c'est en lisant les principes avec les petites indications de comment on peut incarner ou pas ce principe-là? Ouais, je pense que moi, la liste tu sais, qui décrivait justement comment incarner ce principe, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et puis, ça m'a aussi encouragée, en fait, comme je te disais, à vraiment faire un retour aussi réflexif sur mes collaborations passées pour identifier un petit peu là où j'avais pu avoir des manquements, en fait, à ce niveau-là, je pense. Donc, du coup, ouais, c'est ça. J'ai pas mal repris, en fait, les descriptions qui allaient avec chaque principe et en faisant des retours réflexifs par rapport à mes anciennes collaborations. Et ouais, ça m'a pas mal aidé en fait à identifier là où j'avais encore des progrès à faire pour certaines dispositions ou là où plutôt je pense que j'avais beaucoup appris déjà des autres. Donc Ok, ouais. merci pour ces partages et ces détails par rapport à ton projet. Je pense qu'on a fait le tour des questions parce qu'après, il va y avoir des redites et donc c'est pas l'intérêt. Je vais Mhm. regarder s'il y a un petit tour de... Dernière question, ouais. Je vais regarder aussi si je vois des mains levées, hein, je te dis. C'est pas facile comme ils sont. Il y a juste un tout petit menu déroulant. Non, c'est bon, je vois rien d'autre. Merci en tout cas, Romane, pour ton invitation. Eh ben, avec plaisir, en tout cas, pour ton partage et les détails surtout que tu as pu proposer avec ce guide, on va jamais y arriver ce terme-là, son opérationnalisation et ses défis de son opérationnalisation. Je crois que je vois une Euh, dernière question, Romane, peut-être. Je sais pas si on a le temps. ah, Si tu veux, c'est la toute dernière question qui vient d'apparaître. Pourriez-vous préciser la conception de la recherche collaborative responsable que le CRESP souhaite promouvoir à travers ce guide? Par alors, exemple, quel principe, je te laisse lire la suite si tu veux. ah oui. Par exemple, quels principes, valeurs ou pratiques sont mis de l'avant et comment ceux-ci devraient guider les interactions entre chercheurs?
dans différents contextes de collaboration. Alors, pourriez-vous préciser la conception de la recherche collaborative responsable? Eh bien, je pense que c'est de se dire qu'il faut prendre le temps de se poser certaines questions avant d'entamer une collaboration. Euh, et les guides, les principes de disposition, si on arrive à les incarner, à se demander comment on peut les incarner et si je les incarne, je pense peuvent euh, promouvoir en fait quand même une certaine recherche collaborative responsable. Et le guide en fait tente de mettre en œuvre ces, de faciliter, voilà, dans un monde idéal, on essaye de se mettre dans certaines dispositions pour avoir des collaborations qui soient efficaces et responsables. Le guide est quand même en phase de test, donc il y a des commentaires, des retours, ils seront pris en compte. Et avec Patricia, il y a un suivi qui se fait aussi sur l'élaboration de ce guide. Donc voilà, c'est ce que je peux dire pour le CRESP et peut-être que Patricia peut aussi répondre à cette question-là si elle le souhaite. Sinon, je vais laisser la parole à Patricia. Bon, en fait, c'est tellement un minimum de moi que j'ai complètement oublié de me présenter. Quel était mon rôle dans tout ça? J'ai présenté Romane et Juliette. Moi, je suis courtière de connaissances au CRESP. Donc, mon rôle est de soutenir les collaborations, d'aider des équipes de recherche et toutes les personnes et institutions qui cherchent le CRESP en poursuite des collaborations. Donc, pour nous, la vision d'une recherche collaborative responsable est une recherche où ces questions se posent au début, avant de commencer la collaboration, mais aussi tout au long du processus. Euh, donc, c'est-à-dire que la réflexion dans la collaboration doit être continue parce qu'on sait qu'il faut prendre soin des relations. Donc, c'est important que ça soit un processus continu. On arrive à la fin. Je sais que vous devez partir. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie Romane et Juliette et à vous, le public, d'être là. Je remercie aussi mon collègue Raphaël de nous avoir aidés avec la technique. Et je vous invite à participer au restant des activités de la mission universitaire organisée par la Direction d'enseignement universitaire et recherche du CIUS du Centre-Sud et qui va être une semaine très riche. Et il y a aussi des ressources en ligne que vous pouvez consulter de façon asynchrone. Donc, bonne semaine. C'est un moment important des centres de recherche et instituts universitaires. Et à une prochaine. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions sur le guide ou sur la recherche menée chez nous. Merci.